Marcus Moser est longtemps intervenu lors des forums formation d'Interforêt-Bois à l'époque, marquant ces événements par ses célèbres synthèses. Spécialiste de la réhabilitation et de la surélévation, il est apparu comme le professionnel idéal pour intervenir aujourd'hui à notre événement Le Bois dans la ville. Je n'en dis pas plus et lui laisse la parole. Donc effectivement, je suis venu un certain nombre de fois chez vous pour des sujets beaucoup plus techniques qu'aujourd'hui. Jean-Paul m'a redéterré, disons, il a été rechercher quelqu'un avec qui il avait travaillé, sachant qu'on avait à peu près les mêmes problèmes. On a toujours, d'après ce que j'ai vu jusqu'ici, à peu près les mêmes problèmes. Et j'ai vieilli, donc je vais reparler un tout petit peu du passé et après je montrerai comme le futur. Donc si je trouve le bon bouton, donc le choix c'était le bois, un choix de plus en plus naturel. De plus en plus naturel, donc de plus en plus, pourquoi ? Pourquoi de plus en plus ? Il y a deux raisons. Une, c'est historique. Donc historiquement, c'est de plus en plus, tout simplement parce que si je remonte un tout petit peu, on est parti vraiment de très loin. Donc très loin, ça correspond à, je crois, une année près à la création de Fibois, qui à l'époque, sauf erreur, s'appelait Interforêt-Bois. À l'époque, on devait pouvoir prouver que le bois avait une certaine résistance, et dans les présentations qu'on faisait, on avait cet objet-là, avec une hauteur de 154 mètres. Cette tour était en bois massif, et c'est clair qu'on a de la peine à croire que c'est en bois, mais c'est tout ce qu'on arrivait à démontrer parce que des locatifs, il n'y en avait pas beaucoup. On avait encore un autre objet fétiche, je pense que Schweitzer l'a aussi montré un certain nombre de fois, avec le Spruce Goose, donc la loi en épicéa, qui montrait qu'on pouvait faire des cathédrales qui arrivaient même à voler. Voler, c'est beaucoup dire, puisqu'il a volé 2 km et sur une hauteur de 20 mètres. Mais toujours est-il que si on le compare dans les dimensions avec les avions actuels, on se rend compte que ce n'était pas un tout petit avion. Et mon début dans la construction en bois, qui s'est fait donc avec M. Natterer, était avec un ingénieur qui avait construit cet objet-là. Et pour moi, cet objet-là avait surtout une particularité. Si vous regardez les petits points qu'il y a en bas, donc là, il est entouré. Ça correspondait à un ouvrier. Donc, expliquer aux gens qu'on pouvait construire des objets comme ça en bois, je ne sais pas s'ils y croyaient, mais disons, c'est ce qu'on essayait de faire, mais on prêchait un tout petit peu dans le désert. Donc ça, c'est le même objet en cours de chantier. Et moi, quand j'ai commencé, les super réalisations et les super publications qu'on faisait correspondaient à peu près à ce type de construction. Donc il y avait vraiment un fossé entre ce qu'on imaginait qu'on pourrait faire et ce qu'on faisait, parce que finalement, on faisait de la villa, pour différentes raisons que j'expliquerai encore. On faisait de la villa, et chaque fois que je disais que j'étais ingénieur bois, on me disait « Ah, tu fais des chalets ?» C'est à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer. Une villa, ça n'existait pas. Un bâtiment, alors oui, on connaissait peut-être les piscines, quelques piscines qui ont été réalisées ou quelques patinoires. Et contrairement à ce qu'on peut croire, et ça m'a surpris au début de ma carrière, c'est que passer de constructions qui sont très compliquées à réaliser au niveau de la taille à des constructions finalement très simples que même un ingénieur arrive à comprendre et à façonner, je dirais, ou presque, c'est difficile pour un charpentier, ou c'était difficile pour un charpentier parce que tout simplement, il ne savait pas ce que c'était une barrière vapeur, tout juste peut-être ce que c'était de l'isolation, c'est un truc que quelqu'un mettait après qu'il ait construit. Et ça a quand même posé pas mal de problèmes. Donc toutes ces choses-là sont passées. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire de la construction individuelle, mais aussi du locatif. On sait qu'on peut faire un certain nombre de choses. Et si je reprends une slide que tu connaîtras certainement, que Wolfgang Winter montre pratiquement pour ceux qui l'ont déjà entendu à chaque conférence, en 1970, il y avait une prédiction qui disait qu'à quelque part ici, on allait avoir un certain nombre de problèmes avec le béton et le bois allait redémarrer. Alors redémarrer, pourquoi est-ce qu'il a freiné? On le voit assez bien, c'est finalement la fonte après l'acier et le béton qui ont fait qu'on a oublié qu'on pouvait construire en bois. Il y a eu le bois lamelé-collé qui a permis de faire des structures, mais c'était plutôt des structures de patinoires et de grandes salles que de l'habitation. Et
ce qui a toujours été aussi une surprise pour moi au début, c'est qu'en Amérique, on construisait de cette façon-là, donc une villa, ça n'existait pas avec autre chose que du bois. Et c'est d'autant plus important et intéressant de voir ça que les Américains ont quand même quelques soucis de cyclone. Alors, en Suisse, si on montre une image comme ça, je suis en France, là je peux me permettre de la montrer, mais en Suisse, je n'oserais pas montrer ça parce que tout simplement, si vous voyez quelque chose comme ça, je pense que c'est la meilleure façon de dire que le bois n'a aucune résistance. Alors, ce n'est pas ça que je veux dire ici, parce que je vais vous montrer d'autres exemples où il y a quand même une façon de construire, mais il y a finalement des différences culturelles. Les Américains, ils déménagent facilement. Quand ils ont fini leur carrière, ils vont ailleurs, si possible au chaud. Et pour eux, l'habitation n'a pas du tout la même notation, en tout cas que nous. Mais je pense que les Français sont finalement assez proches de nous, à savoir qu'un bâtiment et la construction, c'est quelque chose qui doit durer. Donc finalement, l'Amérique a beaucoup construit en bois, mais avec une philosophie complètement différente. Deuxième raison pourquoi de plus en plus, mais cette fois actuelle, eh bien, c'est tout simplement parce que les barrières de la protection incendie sont tombées. Je vous montrerai après ce que c'était au début quand je construisais en bois. L'urgence climatique, je pense que vous en avez entendu parler aussi, j'en ai entendu d'ailleurs parler tout à l'heure. Et finalement, la promotion du bois qui se fait maintenant depuis bien des années. Chez nous, c'était dans les années 30 que ça a commencé, chez vous un peu plus tard. Et toujours est-il que, comme vous avez pu profiter de nos expériences et nous des vôtres, on a avancé main dans la main, je dirais, pour arriver à peu près au même stade. Les normes de protection incendie ont certainement été influencées en Suisse par un grand incendie qui était en 1400. C'est dire que les traditions ont la vie dure. Chez vous, eh bien, il y a pratiquement la même chose qui s'est passée. En plus, ça reste dans la tête des gens puisque ce dessin-là est un dessin d'actualité où on voit qu'on a l'impression que le bois brûle, c'est vrai, mais on peut construire autre chose que... Donc ça, c'était en 1993. Construire plus qu'un niveau, c'était pratiquement impossible ou tout juste possible en fonction de la personne qu'on avait en face de nous dans ce qu'on appelle l'établissement cantonal d'assurance qui gère les questions de feu. À un moment donné, l'IGNOM a dit, maintenant on met des moyens. Donc, sur ce bâtiment ici, c'était en Allemagne. La Suisse a payé un projet qui a coûté 6 millions d'euros pour la première année ou pour les premières années, et après, qui a été continué. On a réussi à démontrer que, ici, il y a les pompiers qui sont présents, mais c'est juste au cas où ça ne jouerait pas. En fait, ce feu-là a été laissé, et si on regarde ce qui s'est passé, le feu s'est éteint tout seul. Et c'était un essai ici, en l'occurrence, sur les façades bois. Est-ce qu'on peut faire des façades bois? Est-ce qu'on n'a pas de risque d'embrasement général? Le résultat, il est assez simple à montrer, puisque vous voyez que de 1993, il y a eu un passage intermédiaire à la situation actuelle, où théoriquement, on peut construire tout en construction en bois. Donc ça, c'est vraiment un pas qui a été incroyable. C'est un pas qu'on n'imaginait même pas quand on a commencé à lancer ce projet de protection incendie. On a encore un peu de peine à former nos gens qui décident définitivement de ce qu'on peut faire ou pas faire, mais toujours est-il qu'ils sont suffisamment incompétents pour qu'on arrive à leur refiler toutes les histoires pour lesquelles ils pourraient avoir certaines craintes. Ça a aussi un inconvénient, c'est qu'il faut faire attention et faire les choses correctement. Il y a une autre chose qui apparaît maintenant chez nous, c'est que avant d'avoir fini le bâtiment, il y a une période où le bâtiment n'a pas toutes les protections incendie et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas un incendie à un moment donné sur un chantier, parce qu'à ce moment-là, c'est peut-être le moment où le chantier bois, surtout quand on est à des 15 étages ou plus, est le plus dangereux. L'urgence climatique, je pense que vous connaissez les grèves comme nous pour le climat. Chez nous, c'est les jeunes étudiants qui le font. Ils ont en tout cas fait une chose, c'est qu'ils ont fait bouger les politiques. Donc on a remarqué déjà aux votations qu'il y a eu entre deux qu'il y a une tendance à aller vers des politiciens qui sont plus rigoureux en termes de protection de l'environnement. Donc on les critique quand même largement, puisque dans les publications ou pratiquement dans les journaux, on dit bon,
Ils sont conscients qu'il faut trier les déchets, mais jusqu'à une certaine limite. Et le deuxième élément qui était assez intéressant, c'est que McDonald's a fait son plus grand chiffre d'affaires le jour où il y a eu la dernière manifestation, sachant que tous les jeunes ont fini chez McDonald's, et comme vous le savez, qui est la notion la plus élémentaire pour le développement durable. Tout ça pour dire que je ne critique pas ces actions, et surtout je les trouve très positives, puisque finalement ça fait bouger un tout petit peu le politique. La promotion, eh bien, je pense que vous connaissez FIBOA, autrement vous ne seriez pas là. Et notre pendant, c'est l'IGNOM ou le CEDETEC. C'est des entités différentes, mais je ne vous explique pas les détails. C'est qu'une question de financement. Le bois fait ses preuves pour densifier. On l'a vu tout à l'heure, je vous montrerai d'autres exemples, mais qui vont exactement dans le même sens. Pour assainir, vous voyez que je parle de Suisse, parce que assainir chez nous, c'est ce que vous appelez réhabiliter. Donc, assainir, c'est réhabiliter thermiquement. Et puis, pour le respect de l'environnement. Reste à le faire savoir, parce que finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut faire une villa en bois, mais beaucoup plus dans le grand public. Beaucoup de choses sont absolument pas connues. Densifier, en fait, la densification, on a écrit un livre sur les réhabilitations, sur les surélévations, sur la densification. On a tout mis en œuvre pour qu'on ait une votation qui s'est faite en Suisse sur la densification. Elle s'est faite au niveau fédéral. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai voté 3 fois oui, ou plus que 3 fois oui, même si j'aurais pu, pour cette densification. Aujourd'hui, je me retrouve de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire dans une commune où la densification, elle était interprétée chez nous comme le fait de devoir densifier dans les villes, autour des villes et sur les axes routiers importants, routiers ou plutôt où il y a des transports publics. Et dans ma commune en particulier, densifier, ça veut dire dézoner des terrains qui sont en zone constructible. Donc, en gros, en Suisse, ça veut dire 500 € le mètre carré pour les faire passer à 2 francs ou 2,50 € le mètre carré. Donc, la densification a tendance à me faire un tout petit peu moins sourire aujourd'hui. Mais finalement, la logique, elle est assez claire. Utilisez les transports publics et construisez pas n'importe où pour faire du mitage du territoire. Alors, un des gros problèmes, et ça, le politique, heureusement, s'en est rendu compte, c'est qu'en Suisse, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur l'Amérique, en Suisse, un bien immobilier, surtout une villa ou une maison individuelle, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qu'on ne vend pas, c'est quelque chose qu'on transmet éventuellement à ses enfants. Toujours est-il que toutes ces villas, ou une bonne partie, sont habitées par 1 voire 2 personnes, parce que les enfants sont partis. Et il y a un grand projet qui s'est mis en place pour déroger aux lois de la construction qu'on a chez nous. En gros, chez nous, il faut 1000 mètres carrés pour faire une maison individuelle. Donc, on est complètement malade. Et certaines communes, on est même à 4000 mètres carrés. Donc, c'est de la folie absolue. Et on le voit un tout petit peu sur ces dessins ici. L'objectif, c'est de montrer les différentes façons à laquelle on peut densifier, c'est-à-dire faire des annexes, faire des surélévations et adapter les constructions. Et c'est quelque chose qui, théoriquement, alors pour l'instant, c'est limité à certaines zones pilotes. On espère qu'on arrive à devenir raisonnable avec l'utilisation du terrain et surtout à densifier dans ces endroits où on a perdu un tout petit peu l'espoir. Alors, d'un côté, c'est bien parce qu'on ne démolit pas tout, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour reconstruire. De l'autre côté, c'est vrai que si on pouvait mettre 10 fois plus de personnes pour densifier, c'est quand même mieux que de mettre juste une petite annexe. Mais toujours est-il que c'est en tout cas une réponse à ces quartiers villas ou à ces zones où on a ce mitage important du territoire. Alors, il y a toujours des gens qui résistent, qui veulent garder leur villa. Ça, je pense qu'en France comme en Suisse, ça restera toujours comme ça. Mais on espère qu'autour, la densification sera effective. Assainir, donc réhabiliter. On a des soutiens financiers, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a surtout aussi une politique qui montre à quel point il est important, finalement, si on veut garder la valeur de son bien, de faire des transformations de temps en temps. Et dans les choses extrêmement importantes, je pense que
C'est ce qui a été dit tout à l'heure avec les petites cuisines. Alors chez nous, c'est les petites cuisines, c'est des séjours. Un séjour dans une construction des années 20-30, c'est 10 mètres carrés à tout casser. Donc on doit regrouper un séjour plus une chambre pour en faire un salon digne de ce nom, un séjour digne de ce nom. Sauf à Genève, parce qu'à Genève, ils ont découvert que on pouvait limiter les loyers en les limitant par nombre de pièces. Ça veut dire que si vous prenez un séjour et une chambre à coucher et que vous en faites un grand séjour, vous pouvez louer moins cher. Alors vous avez le choix, soit vous réhabilitez en faisant un truc que vous n'arrivez pas à louer parce que les pièces sont trop petites, soit vous faites une pièce avec deux et puis vous n'arrivez pas à louer parce que vous n'arrivez pas à rentabiliser. Et tout ça pour des questions de loi. Donc là, il y a des fois des paradigmes ou des paradoxes qui sont assez incroyables. Mais toujours est-il que la réhabilitation se fait et surtout, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à investir tout simplement parce que la bourse, finalement, elle n'est pas aussi sûre qu'on le pensait et son rendement de 15% a quelque peu changé ces dernières années. Le respect de l'environnement, il y a des indicateurs qui sont très positifs chez nous. Donc, ce n'est pas limité à nous, c'est que l'OMC permet d'avoir comme critère le fait d'avoir des critères en fait liés à l'environnement. Et puis aussi, finalement, le KBOB, qui est pour nous l'organisme qui dicte un petit peu comment se font les constructions publiques, a tendance maintenant à exiger qu'on fasse un effort ou respectivement que les collectivités publiques soient exemplaires en termes d'écologie. Donc ça, c'est typiquement les choses qui bougent actuellement dû au fait qu'on a cette urgence climatique. Les arguments favorables, je crois que vous les avez tous entendus. Je n'ai rien réinventé ici. La préfabrication, donc la rapidité de montage, la légèreté, ça a été dit tout à l'heure, l'écologie, le matériau renouvelable, et puis finalement aussi le fait qu'on ait un confort, ça n'a peut-être pas été dit, un confort d'habitation en termes de gestion du climat à l'intérieur d'un bâtiment de ce type-là. Et puis, donc les petits dessins qu'on a publiés un peu partout, où on montre finalement qu'on a non seulement peu d'énergie grise, mais en plus un stockage de CO2, toutes les choses que vous connaissez. Si on passe aux exemples, premièrement, les façades rapportées, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est très simple. Alors, c'est vrai que moi, je ne connaissais pas le terme de ITE, parce que chez nous, c'est l'isolation périphérique. J'ai dû demander à ma voisine pour qu'elle me traduise en Suisse. L'ITE, chez nous, je ne sais pas comment c'est en France, mais chez nous, on a des dégâts extrêmement importants un peu partout, surtout maintenant qu'on a une architecture avec des éléments en porte-à-faux, parce qu'avant, tout descendait dans les fondations et personne ne se rendait compte que finalement, il y avait des torrents qui coulaient derrière l'ITE. Aujourd'hui, on a pas mal de dégâts avec ces façades, tout simplement parce que finalement, l'étanchéité, respectivement, l'eau doit s'écouler sur le crépi, et le crépi doit être raccordé correctement au vitrage, ce qui est souvent pas le cas. Et ça, autant pour des bâtiments massifs qu'en construction en bois. Massif, c'est un peu moins problématique parce que finalement, le béton aime bien l'eau. Par contre, pour le bois, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, j'ai dû prouver à ma sœur, avec qui j'étais propriétaire d'un immeuble, que c'était mieux de faire une façade ventilée. Et c'était difficile parce que ça coûtait, en gros, chez nous, ça coûte 30% de plus. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour démontrer qu'il y avait vraiment une très grosse différence, et c'était il y a une dizaine d'années, c'était que l'EMPA, chez nous, qui fait les essais des matériaux, avait un livre sur toutes les expertises qu'ils avaient fait. Il n'y avait pas une ligne sur une façade ventilée. Par contre, il y avait, je crois, une vingtaine ou une trentaine de pages sur les ITE et tous les dégâts qu'ils avaient constatés. Donc ça veut dire que, oui, le prix est un élément, mais le prix est un élément mineur si 2 ans, 3 ans après, vous devez refaire votre façade. Et là, en l'occurrence, je suis dans un conseil de fondation où toute la façade est complètement détruite sur un bâtiment qui n'est pas en bois, tout simplement parce que les encadrements de fenêtres n'ont pas été faits correctement. Donc, ça vaut la peine de réfléchir à comment vous réalisez votre isolation. Et la façon de le faire, eh bien, c'est assez simple et c'est très rapide. C'est un très gros avantage, effectivement, au centre-ville.
En dehors, ça reste quand même plus cher, mais ça fonctionne très très bien. Donc cette construction ici, avec ce type, alors c'est des constructions qui sont tout à fait comparables à celles qu'on a vues tout à l'heure, avec des balcons, je ne sais pas quoi, à l'époque, ils devaient manger debout sur les balcons, ou bien ils ne devaient pas manger dehors, mais les balcons, en moyenne, avaient 80 cm, donc ils ont été remplacés par des balcons un peu plus spacieux, où on peut passer un certain temps à l'extérieur. Mais je pense que c'est la différence aussi qu'avant, on n'avait pas de loisirs, donc le balcon servait juste à mettre la lessive. C'est la seule façon à laquelle j'arrive à m'expliquer comment on a cette différence. Donc là, avec des systèmes qui sont accrochés, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est vrai qu'on parle de ponts thermiques. Et moi, quand je regarde des fois la télévision française avec les rénovations à la peinture, et que je vois comment on rénove par l'intérieur, si vous mettez 16 cm, je pense que ça c'est un diapo qui est intéressant, si vous mettez 16 cm d'isolation ici, et que vous laissez les ponts thermiques, en gros, vous avez la même quantité d'énergie qui part par les ponts thermiques que qui part par l'ensemble de la façade. Donc, sur 2,50 m de hauteur, vous avez la même déperdition que sur les 20 cm de la dalle. Donc, c'est vraiment quelque chose d'isolation par l'extérieur qui est important. Le remplacement de façade, donc ça, c'est vraiment pratiquement la même chose. Ce qui est difficile pour les charpentiers chez nous, c'est que quand il y a un projet de ce type-là, même pour les architectes d'ailleurs, qui se fait, c'est qu'ils se disent c'est un bâtiment massif, on va mettre une isolation tout à fait traditionnelle. Et finalement, quand on regarde les plans, on se rend compte que c'est rien d'autre qu'une façade rideau, dans laquelle, à l'époque, il était posé ici un élément en béton. Je pense que c'est pour alourdir et pour faire 2 fois le poids de la construction en bois qu'on a mis à la place. En enlevant ça, c'est vrai qu'on pourrait surélever le bâtiment, tout simplement parce que ces éléments-là sont seulement là pour faire croire que c'est un bâtiment massif. Et puis, si on regarde la construction, une des choses qui est importante, c'est vraiment la séparation entre les appartements, c'est-à-dire que tous les éléments préfabriqués se limitent à un appartement, tout simplement pour des questions phoniques et pour des questions finalement aussi d'isolation thermique. Et si on regarde au niveau de l'exécution, cette construction-là, qui était faite en site occupé, des éléments préfabriqués d'à peu près 30 mètres carrés, 3 posés par jour, c'est-à-dire 3 appartements réalisés. Et on voit ici que ces éléments-là, un jour, permettaient de faire 3 appartements. Et les gens partaient le matin et ils revenaient. En principe, ils sortaient de la baignoire avant que les travaux commencent. Et ils revenaient finalement avec une cuisine équipée et les finitions faites en fin de journée. Donc ça montre qu'on arrive. Alors c'est vrai que ce n'est pas dans tous les cas où on est aussi favorable à faire un assainissement, mais dans les cas les plus favorables, on arrive à faire ce genre de construction. Et finalement, je prends un exemple de Dijon où on voit que finalement, on ramène le bâtiment à cet état-là, c'est-à-dire à une ossature béton, et on y met des façades bois. Et c'est quelque chose qu'on fait peu en Suisse, je crois que ça se fait plus en France, qui a aussi une certaine logique, et aussi finalement avec des façades où on n'a pas une seule seconde l'impression qu'on est avec une partie construction en bois. Et finalement assez logique parce que les planchers en béton, ça fonctionne quand même bien phoniquement. Ça a été dit tout à l'heure, c'est moins épais, et quand on a un certain nombre de niveaux, le fait d'être moins épais, ça permet éventuellement de faire un étage de plus. Donc, c'est des choses auxquelles on peut aussi réfléchir, même si après, je vais vous montrer des constructions entièrement en bois. Les façades, cette fois, pas simplement rapportées, mais déportées. Cet exemple-là, à mon avis, est très intéressant parce que ici, la première étude qui a été faite, c'est simplement de l'ITE, isolé, mais avec tous les balcons qu'il y avait, avec tous les ponts de froid qu'on n'arrivait pas à résoudre, finalement, il a été opté pour une façade rapportée en bois qui, ici, passe sur l'extérieur des balcons et qui englobe le tout. Ça a permis ici de mettre, donc il y a un double flux, de mettre un certain nombre de circulations dans ces espaces laissés vides par un prolongement du bâtiment et finalement d'augmenter aussi la surface habitable. Et ce qui était intéressant, donc ça c'est des détails techniques, mais ce qui était intéressant surtout, c'est que ça s'est fait pratiquement en même temps que cette construction
où théoriquement on a à peu près le même raisonnement. La seule différence, c'est qu'ici, pour des questions d'économie, on a simplement fait des vitrages sur l'extérieur en disant, ben voilà, ça fait une zone tampon dans laquelle il n'y a pas de déperdition. Et le rendement thermique était catastrophique. Pourquoi? Et on le voit bien sur cette photo. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient ce vide extérieur non isolé avec des vitrages qui étaient des simples vitrages et laissaient ouverts les fenêtres pensant que l'extérieur était isolé. Et finalement, le bilan thermique de l'ensemble de la rénovation a pratiquement rien changé, tout simplement parce que l'option qui a été prise est celle d'avoir cet espace tampon qui a souvent été réalisé, mais qui n'est pas forcément idéal. Respectivement, il est idéal si l'utilisateur est bien informé et s'il l'utilise correctement. Donc ça, c'est la construction avant-après. On voit aussi que l'architecture, elle n'a pas changé massivement. Le orange, je pense que l'architecte, en l'occurrence, devait être daltonien. Alors moi, en tout cas, a priori, ça ne me plaît pas vraiment, mais voilà, des goûts et des couleurs. Je vous laisse vous faire votre opinion. Et puis la totale, pour moi, c'est ça, c'est vraiment un bâtiment que je trouve bien, c'est surélever, assainir ou rénover et en même temps construire. Donc c'est des bâtiments, en gros, c'était la catastrophe d'après-guerre, des bâtiments vraiment pratiquement que personne n'aurait voulu. Et si on regarde le chantier ici, eh bien ces bâtiments, finalement, ils étaient quand même réalisés avec de la maçonnerie et des dalles en béton. Le fait de les surélever, de changer l'aménagement intérieur, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est pratiquement comme des bâtiments neufs. Donc, il y en a 3. Hein. Ici, on est sur un, deuxième, le troisième. Ces bâtiments étaient surélevés. On voit ici un étage plus attique en bois supplémentaire. Et pour densifier, il y a encore un nouveau bâtiment qui se fait sur l'arrière ici. Ce qui veut dire qu'on a finalement la mixité de thermique, surélévation et de construction neuve sur une même parcelle et une densification qui est vraiment, je dirais, idéale. Voilà, le chantier après finition, c'est clair qu'on ne se rend pas compte que c'était les logements que vous avez vus tout au début. Le plus rentable, parce que finalement, il y en a qui sont un peu plus rentables que d'autres. Tout à l'heure, ça m'a fait sourire la question, est-ce que le bois est plus cher ou moins cher? Moi, j'ai une réponse, en tout cas pour avoir travaillé avec un certain nombre d'architectes, parce que j'ai une formation d'architecte, mais j'ai toujours travaillé comme ingénieur. Un des moyens d'économiser entre 10 et 30%, c'est de changer d'architecte. Parce que quand je vois certaines propositions que nous font les architectes, et que malheureusement les maîtres d'ouvrage acceptent, je pense qu'il y a aussi des économies à faire là. Je pense que ça ne te concerne pas du tout. Mais c'est une remarque que j'ai faite, et pour avoir été aussi maître de l'ouvrage, je me suis aussi de temps en temps fait filer des trucs où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai été con d'accepter ça, tout simplement pour une question esthétique ou autre. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc le plus économique, c'est celui-ci, à savoir ces 4 niveaux de surélévation. Alors, c'est quelque chose qui est exceptionnel, tout simplement, parce que c'était en fait des dépôts pour les CFF où ils réparaient leurs machines. Donc il y avait des charges possibles qui étaient des charges énormes. Mais on voit ici aussi que finalement, en plein milieu de la ville de Zurich, vous arrivez à faire du logement et des bureaux sur des surfaces considérables. Et quand on sait quel est le prix, moi je ne le connais même pas, mais du terrain à Zurich, c'est à peu près la même chose que Paris probablement, eh bien, c'était un investissement qui était certainement valable. Et la construction à la fin, effectivement, l'architecture a complètement changé et vous êtes en plein centre de Zurich, encore une fois. Voilà. Et puis, les limites architecturales, je pense que l'architecture, voilà, on passe de cette construction-là à celle-ci. Là, on a des agrandissements, on a une surélévation. L'architecture, je pense que le fantasme des années 70, alors je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais mon père avait le même de fantasme puisque j'habitais dans une maison comme ça. Alors c'est peut-être pour ça que je supporte plus ce genre de construction, mais c'était, en tout cas dans le canton de Vaud, c'était la villa vaudoise, on appelait ça. À Genève, c'était la villa genevoise. À Fribourg, c'était la villa fribourgeoise. Et tout le monde était content d'avoir sa petite ferme à l'échelle 1/50e pour habiter dedans. Et aujourd'hui, comme on ne trouve plus de terrain, il y a quand même un moyen
d'améliorer un peu la situation. Alors, il y en a qui préfèrent ça, il y en a qui préfèrent l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, il n'y a pas d'avant-toit, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour le bois. Mais c'était une période à laquelle les gens du bois avaient l'impression qu'ils devaient démontrer qu'on ne devait pas faire d'avant-toit. D'autres constructions, on voit qu'effectivement la liberté d'expression, donc ça c'est en Autriche, c'est pas en Suisse, la liberté d'expression est immense, puisqu'on passe d'une construction tout à fait traditionnelle à ça. Et puis juste une image pour illustrer ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que finalement, il n'y a pas que l'extérieur qui a changé, donc c'est l'intérieur de la villa que vous venez de voir. L'intérieur, on peut aussi montrer un peu plus de bois, et surtout, il est devenu moderne. Et puis, les friches industrielles, malheureusement, avec les prix du terrain chez nous, on n'en a plus. Je crois qu'en France, il y en a quand même encore quelques-unes qui résistent. Il y a moyen aussi d'en faire quelque chose d'intéressant. On aimerait bien en avoir un peu plus chez nous, surtout à des prix raisonnables. Et puis, les bâtiments historiques, parce que finalement, quand on arrive à Saint-Étienne, on se dit, mais c'est bien joli tout ce qu'ils nous montrent. Comment est-ce qu'on arrive à assainir un bâtiment de ce type-là ? Alors c'est vrai que c'est assez limité en termes de construction en bois, il y a différentes solutions. Ici, c'est finalement une rénovation qui a été faite sans utiliser du bois pour les façades principales. Et il y a une surélévation, cette partie-là est une surélévation, ce qui montre qu'il y a quand même encore un petit peu de place pour le bois. Et les aménagements intérieurs, vous l'avez entendu tout à l'heure, là il y a certainement beaucoup de place pour mettre du bois. Mais toujours est-il que le bois va quand même pas partout. Et puis maintenant, les limites actuelles. Les limites actuelles, eh bien, il y a quelques années, c'était 8 étages à Londres. Aujourd'hui, j'en suis où avec le temps que je sais à quelle vitesse je passe sur ces derniers dias? C'est bon, 5 minutes. Donc, 8 étages, où finalement, on a une construction ici qui est en CLT. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les présentations, j'imagine, seront sur le site internet de Fibois, avec les vraiment dernières, où on est à 51 mètres, donc exactement dans l'ordre de grandeur de ce que vous dites. Visiblement, c'est possible. Ce n'est pas une surprise pour nous comme ingénieurs. Ça l'est un peu plus par rapport à l'évolution rapide qu'il y a eu. Parce que je rappelle, les images que je montrais tout à l'heure, c'était des années 80, et ce n'était pas le 15e siècle. Donc l'évolution a été très rapide. Vous avez une autre construction ici, toujours dans les mêmes ordres de grandeur, avec 53 mètres. Et là, j'ai besoin d'une assistance pour vous montrer ça. Je vais vous montrer juste un tout petit film que vous trouvez d'ailleurs, si vous êtes intéressé à le voir, sur YouTube, qui montre la construction. Donc, le gros œuvre de ce chantier-là s'est fait en... Là, vous avez l'évolution. On voit les semaines, donc la deuxième semaine. Sections qu'il y a et les temps de pause pour les poteaux ou pour les éléments CLT. Donc pour mettre une colonne, c'était 5 à 10 minutes. Et puis, c'est les CLT, c'est 6 à 12 minutes par panneau CLT. Là, on est à la 5e semaine, donc c'est un peu plus d'un mois après le début du chantier. Cette semaine. Vous voyez la vitesse de pause. Donc vous voyez la vitesse à laquelle ça va. C'est pas
c'est une façon de construire. Les Canadiens ont cette tendance à construire avec des poteaux-poutres. Donc c'est du poteau-poutre pur ici, avec, vous l'avez vu au début, un noyau béton. Et puis le record actuel, qui est finalement aussi 18 étages comme le précédent, mais il y a encore une structure qui a été mise. Je soupçonne que c'est surtout pour arriver à battre leur record, puisqu'ils sont à 85,4 mètres. Donc ils seront très précis dans leur hauteur, mais ça montre qu'on peut réaliser des constructions très importantes en bois. Donc ici, c'est, je dirais, l'image finalement de la structure correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, avec des croix de Saint-André pour raidir le bâtiment. Et là, il n'y a pas de noyau central en béton. Et là, ça vous donne un peu l'image par rapport à l'ensemble de la ville. Donc là, c'est en Norvège. Quelques questions ouvertes. La première, elle a été posée tout à l'heure, faut-il faire la chasse au record? À mon avis, on ferait beaucoup mieux d'essayer d'avoir 80% des constructions de 3-4 niveaux. Ça donnerait beaucoup plus de travail à nos entreprises et elles n'auraient pas de problème à le faire. Toujours est-il qu'au début, quand je faisais mes promotions pour les villages, je disais, les charpentiers étaient souvent furieux parce qu'il y avait la grande mode des bâtiments sans avantoir. Puis ils nous disaient, mais vous montrez que des conneries dans la promotion du bois. Et puis, ma théorie, c'était de dire, en France, ils ont la haute couture. Et la haute couture fait quand même que, finalement, la mode évolue. Et nous, on fait de la haute couture, de la construction, et ce n'est pas pour construire tout le monde selon cette méthode-là, mais c'est pour finalement donner l'exemple. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure avec l'exemple de Genève, où on a montré que c'était possible. Et si on arrive à montrer que ça, c'est possible, je pense qu'un maître de l'ouvrage plus ou moins conscient qu'il y a des problèmes environnementaux peut s'imaginer de faire 2 ou 3 niveaux en bois. Il faut se méfier des modes. En Suisse, on a très peur actuellement. Il y a un certain nombre d'opportunistes qui commencent à construire en bois. Et ces gens-là, on soupçonne un tout petit peu que le jour où ils auront leur premier problème, la réponse sera « ouais, mais on vous a toujours dit que le bois, c'était une connerie ». Donc, ces gens-là, il faut s'en méfier. Donc, les charpentiers, essayez d'avoir la main sur les constructions en bois et de ne pas la laisser à ces opportunistes. Et puis, méfiez-vous de ce que vous dites, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai toujours prôné la densification. Et aujourd'hui, avec Internet, quand on va voir ce qu'on a pu dire, on trouve tout. Alors, quand je vais expliquer à des gens que leur terrain passe de 500 francs à 2,50 francs et qu'ils vont voir sur Internet, ils se disent « ouais, mais dis donc, c'est grâce à des gens comme vous qu'on a réussi à nous mettre ces nouvelles réglementations dans les pattes. » Donc voilà, méfiez-vous de ce que vous dites. Et quand même une conclusion, c'est que ce qui n'avait pas de sens, je ne sais pas si vous connaissez ce projet, qui est finalement une œuvre d'art, ce n'est pas de la peinture anti-rouille qui a été mise sur une construction. D'ailleurs, c'est une construction métallique en fonte. Ça n'a aucun sens à ce moment-là de la visite. Quand vous en approchez un tout petit peu, c'est comme aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain sens et qu'il y a une certaine logique dans ce qui se fait. Et demain, je pense qu'on sera dans ce stade-là où c'est évident que le bois est le matériau qu'on doit utiliser pour faire une construction. Et on n'aura plus que le choix de savoir ce qu'on veut faire et pas ce qu'on peut faire. Merci pour votre attention.